par M. Michel Villebois, préfet de la Haute-Saône. Les 16 et 17 juillet 1942 à Paris et dans sa banlieue, des Juifs, femmes, hommes, enfants, sont arrêtés, enfermés, maltraités par l'État français, puis déportés par les nazis. C'est la rafle du Veldiv. En reconnaissant le mal qui a été fait, en nommant les auteurs, il nous faut aussi reconnaître le bien et ceux qui l'ont fait. Les justes qui, en sauvant une personne, et parfois bien plus, ont sauvé l'humanité. 8 décennies plus tard, le souvenir de la rafle du Veldiv est toujours présent en France. Il est de notre devoir de revenir chaque année. D'abord, pour prendre la mesure de l'horreur qu'a constituée la Shoah et la collaboration française. Pour prendre acte aussi de l'échec du projet nazi, la disparition des Juifs d'Europe, et de celui de l'État français, la destruction de nos valeurs républicaines. Mais le combat contre l'idéologie qui a sous-tendu ces crimes ou a voulu les occulter n'est jamais fini. Quand commence la rafle du Veldiv au matin du 16 juillet 1942, cela fait plus de 2 ans que Philippe Pétain a pris le pouvoir en France à la suite de l'étrange défaite de juin 1940 face à l'agression allemande, qui fut peut-être surtout une défaite de l'esprit, une victoire du refus du combat, la séduction pour certains, une révolution nationale que permettait la domination nazie. Il faut le reconnaître, l'État français est un collaborateur zélé de la politique antisémite voulue par l'occupant. Un collaborateur déterminant et déterminé. La collaboration est l'occasion d'exprimer un antisémitisme historique qui parcourt une partie des forces politiques depuis l'affaire Dreyfus. Dès le 18 octobre 1940, par la volonté du chef de l'État français, l'antisémitisme se répand sur la France, y compris outre-mer. Ainsi, alors même qu'il n'y a pas d'occupation nazie en Algérie, les Juifs y sont frappés, comme en métropole. Les Français israélites sont chassés de la fonction publique et de nombreuses autres professions. Ils voient leur liberté fondamentale restreinte. Ils sont spoliés. Le régime de Pétain, cédant à la folie criminelle de l'occupant, pour reprendre la formule du président Chirac, arrache les enfants aux écoles avant d'arracher à notre nation celles et ceux qui y vivaient et qui y avaient parfois trouvé refuge. C'est pourquoi, quand, à la fin du printemps 1942, alors que la solution finale a été décidée à Wannsee par les nazis et qu'il faut fournir à l'occupant des Juifs à déporter, l'État français s'organise à la demande de Pierre Laval et mobilise toute son administration répressive. Le 16 au matin, c'est la police française qui frappe aux portes des foyers juifs, préalablement identifiés par un fichier juif. En 2 jours, 12 884 hommes, femmes et enfants juifs sont arrêtés par la police et par la gendarmerie. Les célibataires et les couples sans enfants sont envoyés au camp de Drancy. Les familles sont enfermées dans l'enceinte du Vélodrome d'hiver à Paris. Pendant plusieurs jours, 8160 personnes y seront entassées dans des conditions insoutenables. En un été, 33 000 juifs ont été déportés. En tout, ce sont 75 721 juifs qui seront déportés de France vers l'extermination, dont plus de 10 000 enfants. Plus de 70 convois partent de France vers les camps d'Auschwitz, mais aussi de Sobibor et de Majdanek ou encore vers Kaunas. 2566 survivants
sont comptabilisés à la libération des camps. À la volonté de destruction des Juifs s'ajoute la persécution à l'échelle européenne des tziganes, des homosexuels, par les nazis, au nom de leur idéologie raciste. En France, l'État français participe à une politique d'internement qui concerne plusieurs milliers d'entre eux, conduisant certains jusqu'à la déportation. Pourtant, dans cette nuit de la haine, des consciences s'allument et la lumière des justes chasse les ténèbres. Dès les premières persécutions des femmes et des hommes se lèvent et refusent. Le jour même de la rafle du vélodrome d'hiver, le capitaine Pierret, juste parmi les nations, et les sapeurs-pompiers de Paris donnent à boire aux victimes. Alors que la rafle est en cours, le commissaire Gérard Persillon, juste parmi les nations, fournit une vraie fausse carte d'identité à Perla Hauswald. Elle échappe ainsi à la rafle, contrairement à ses parents. Il lui permet ensuite d'être caché comme pensionnaire au collège de Limoux. Le scandale moral du Veldiv marque tout le pays et des voix qui sont celles de l'humanité universelle s'élèvent. C'est l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, qui rappelle le 23 août 1942 qu'il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. À cet instant, ce qui est en jeu est la nature démocratique, fondée sur l'état de droit, sur la reconnaissance et la défense concrète des libertés les plus fondamentales de notre nation, malgré la défaite, malgré l'occupation, malgré le régime de Vichy. Cette haute conscience de ce qui devait perdurer dans notre nation est aussi celle qui inspire d'autres justes, comme Camille Ernst, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui organise dès 1941 la mise en sûreté de plusieurs dizaines de familles juives. Pendant que Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, préfet de police du général de Gaulle, ministre de Valéry Giscard d'Estaing, organise la déportation des Juifs de la Gironde. Face au mal de l'antisémitisme, qui ne doit jamais prospérer par impunité ou par inaction, il faut une mobilisation collective. L'exemple formidable du combat des rescapés ou des enfants des déportés, des associations et des institutions représentatives nous montre comment la lutte contre les bourreaux passe aussi par un travail d'histoire, puis par un effort pour transmettre la mémoire, et aussi, pour certains, par le passage de la justice. Cela nous rappelle l'impérieuse nécessité d'écouter les derniers témoins. C'est enfin l'occasion de réaffirmer l'importance de l'étude, de la connaissance historique et en définitive de l'école qui fait la force de chaque nouvelle génération, la force de notre jeunesse face à l'antisémitisme et à toutes les formes de racisme et de xénophobie. Cette mobilisation est une lutte pour la transmission, l'histoire, l'éducation et l'école. Vive la République, vive la France. Chrétien, maire de Vesoul.
Monsieur le préfet, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Madame la conseillère départementale, colonel, Mesdames et Messieurs les directeurs d'administration, Mesdames et Messieurs, il y a 2 ans maintenant, j'ai souhaité que cette plaque, qui était installée à l'entrée de l'ancien cimetière, en dehors de tout contexte, soit désormais installée au cœur de ce cimetière où reposent les hommes et les femmes de confession juive. Cette démarche a été accompagnée d'une démarche de renaissance, de l'entretien, de la mémoire de celles et ceux qui ont souffert de l'enfer des camps et de l'oppression nazie. Je remercie Madame Kiberly qui est là et qui a travaillé pour faire renaître cette démarche, comme nous allons le voir avec cette jeunesse. Et cette plaque qui est désormais au cœur de cette communauté qui a tant souffert, nous permet d'être chaque année, et je m'en réjouis, de plus en plus nombreux pour perpétuer ce devoir de souvenir. J'ai à cet instant aussi une pensée pour M. Bensoussan, disparu il y a quelques années et qui était le dernier dépositaire de l'entretien de ce cimetière, qui désormais, via une convention, relève de la ville de Vesoul. Et la ville continuera, avec vous, de défendre et d'entretenir ce devoir de mémoire, parce que ils ne méritent pas l'oubli, mais au contraire, ils doivent rester dans chacune et chacun de nous et à l'esprit de tous que la lutte contre les extrémismes est un combat de tous les jours. Merci à cette jeunesse présente aujourd'hui et au nom de chacune et chacun, je leur dis d'être le porte-parole et les ambassadeurs de cette mémoire. Vive la République et vive la France. Voilà. Je vais demander aux élèves de bien pouvoir s'approcher. Merci. Voilà, donc j'interviens en tant que professeur d'histoire-géographie au lycée Belin. Alors, monsieur le préfet, colonel, monsieur l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le maire de Vesoul, monsieur le proviseur du lycée Belin, monsieur le président de l'association des gens du voyage, chère Anna, mesdames et messieurs, les élèves de spécialité, dans l'enseignement de spécialité d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques de première et de terminale du lycée Belin de Vesoul ont l'honneur de vous présenter un résumé de leurs travaux sur la communauté juive de Haute-Saône, mais aussi sur l'antisémitisme dont les membres de cette communauté ont été les victimes. Nous espérons que ces travaux, par la connaissance qu'ils apportent, pourront aider à garder vivante la mémoire de celles et ceux de la communauté israélite locale qui ont disparu et reposent ici même, mémoire de toutes les victimes de l'antisémitisme ici et ailleurs dans le monde. Alors, je laisse la parole à Louise Leroy et Natacha Lambollet, élèves de première, qui vont évoquer la presse locale au moment de l'affaire Dreyfus. Bonjour. Les élèves de la spécialité de première histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques du lycée Belin ont travaillé sur la manière dont les hommes se sont informés au fil des siècles et par quels moyens de communication, comme les journaux, la télévision ou la radio. Nous avons d'abord étudié la presse nationale et locale d'aujourd'hui, au CDI, des quotidiens comme l'Est républicain, Le Figaro ou l'Humanité, mais aussi des magazines comme l'Obs ou Paris Match.
Nous avons analysé les différents journaux pour y déceler la ligne éditoriale qui pouvait différer et donc donner une vision différente d'un même fait selon la position du journal. Puis nous nous sommes intéressés à l'histoire de la presse dans l'affaire Dreyfus, d'abord à travers l'article « J'accuse » d'Émile Zola, écrit en janvier 1898. En grande partie du fait de la presse, l'affaire est devenue une affaire d'État et un conflit social et politique majeur de la Troisième République, à la fin du XIXe siècle. Le capitaine Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, est accusé à tort de trahison. Il est condamné en 1894 à la dégradation et à la déportation sur une île au large de la Guyane, puis à nouveau condamné en 1899 alors que les documents qui l'accusaient étaient des faux, et finalement innocenté en 1906. L'erreur du départ s'est rapidement muée en complot et en crime judiciaire, sur fond d'espionnage dans un contexte politique nationaliste, en lien avec l'esprit de revanche face à l'Allemagne et de montée de l'antisémitisme. L'étude d'articles de journaux de la presse nationale de l'époque nous ont permis de dégager le contexte de l'affaire. Enfin, pour aller au bout de notre projet, nous nous sommes rendus aux archives départementales de Vesoul, dans le but d'étudier les journaux locaux traitant de l'affaire Dreyfus. Nous avons découvert que si certains s'emparaient avidement de l'affaire et étalaient un antisémitisme virulent, d'autres restaient plus mesurés. C'est ce que Natacha va exposer. Bonjour à tous. Lors de nos recherches dans la presse locale au temps de l'affaire Dreyfus, nous avons constaté de nombreux éléments marquant l'antisémitisme. Ainsi, par exemple, dès la révélation de l'affaire, la plupart des journaux locaux considèrent le capitaine Dreyfus comme coupable de trahison, avant même la tenue du procès, au mépris de la présomption d'innocence. Certains, comme le Nouvelliste de la Haute-Saône, insistent sur le fait que Dreyfus est juif. Comme pour le reste de la presse, les journaux locaux se divisent plus nettement entre anti-dreyfusards, souvent antisémites, et dreyfusards, à partir de 1897-1898. L'article donc « J'accuse » de Zola est déterminant à ce sujet. Le Nouvelliste dénonce un prétendu syndicat qui défendrait les intérêts juifs dans une véritable théorie du complot. La deuxième condamnation d'Alfred Dreyfus, alors que le véritable coupable a été démasqué, est marquée par une même fracture dans la presse locale comme nationale. Si le Nouvelliste s'en félicite, l'avenir de la Haute-Saône déplore la honte suprême d'une seconde condamnation d'un innocent. La réhabilitation de Dreyfus en 1906 suscite l'indignation, ou plus souvent l'indifférence, de la part des anti-dreyfusards et le soulagement des journaux dreyfusards. Nous nous sommes interrogés sur la qualité de l'information qu'ont reçue les Haute-Saônois durant cette période sur cette affaire si fortement médiatisée, mais aussi leurs compatriotes de confession juive. Les lecteurs des journaux anti-dreyfusards et antisémites ne pouvaient guère douter de la culpabilité de Dreyfus, même après 1906. Toutes ces publications ont façonné l'opinion publique et ont même en retour joué un rôle déterminant dans le déroulement de l'affaire. L'antisémitisme était alors largement toléré et s'est imposé dans le débat public, marquant vraisemblablement les mentalités d'une partie de la population de façon durable. Alors, pour les élèves de terminale, donc je demande à Clémentine Giraud de prendre la parole sur le travail réalisé avec Madame Auburtin, professeure d'histoire-géographie du lycée Belin, sur les personnes inhumées au cimetière israélite où nous nous trouvons. Bonjour à tous, voici un aperçu du travail réalisé par le groupe de terminale AGGSP sous la direction de Madame Auburtin au lycée Belin. Il résulte d'abord de la rencontre avec Anna Knibieli qui a effectué le relevé des sépultures du cimetière juif avec des bénévoles et qui est à l'origine du projet, ainsi que notre rencontre lors de la commémoration de la rafle du Veldiv le 17 juillet 2022 avec Monsieur Destable, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale. Nous avons d'abord visité le cimetière juif de Vesoul en octobre 2022, encadré par Madame Knibieli et les services de la ville de Vesoul. Puis, lors d'une initiation à l'hébreu et à la généalogie au mois de janvier 2023, grâce à ses nouvelles compétences
et à la chronologie succincte de l'histoire et des mers de Vesoul depuis le début du XIXe siècle, nous avons rédigé chacun la biographie d'un des membres de la communauté juive, né entre 1783 et 1933, à la fois en cours et à la maison, en s'inspirant du travail du même genre réalisé par un célèbre historien français, Alain Corbin, qui a écrit une biographie de Louis-François Pinagot, Saboti du Perche. Nous nous sommes appuyés sur les registres d'état civil, preuve indiscutable, et avons ensuite comblé les vides, les interstices, par des éléments vraisemblables en lien avec l'histoire de la ville ou l'histoire des mentalités. Il s'agit donc d'un travail de mémoire historique, solidement étayé, qui permet de montrer comment l'histoire locale s'intègre à l'histoire avec un grand H et comment nous pouvons toutes et tous en être les vecteurs. Je vais maintenant vous présenter la biographie que j'ai réalisée sur Gilbert Kaluski. Gilbert Kaluski, surnommé Gilles par ses plus proches amis et sa famille, est né dans la nuit du 8 au 9 février 1902, à Vesoul, au 38 de la rue Carnot. Sa mère, Déborah Landsman, et son père, Joseph Kaluski, marchand d'étoffes, étaient originaires de la Pologne actuelle, alors dans l'Empire russe. Gilbert Kaluski était le benjamin de 4 enfants, Jacob, né à Nancy, Henri, Rachel et Gilbert, donc né à Vesoul. Gilbert aimait beaucoup étudier. Il était cultivé et instruit. Ses parents n'ont cessé de lui apprendre les bonnes manières. Ses parents, aux revenus modestes, l'ont scolarisé dans une école publique où il a été un élève sérieux. Tous les matins de classe, il se rendait accompagné de sa grande sœur Rachel jusqu'à l'église Saint-Georges. Ensuite, ils se séparaient afin de se rendre chacun dans leur école respective. Gilbert tournait à gauche pour se rendre à l'école de l'impasse Saint-Vincent, tandis que sa sœur continuait tout droit pour se rendre aux Annonciades. En effet, les garçons et les filles étaient à l'époque dans des écoles distinctes. Lors des récréations, il aimait jouer avec ses compagnons au jeu de ballon, au quilles ou encore au billes. Le corps enseignant prévoyait de temps à autre des activités culturelles comme des sorties au musée municipal installé à l'époque dans une aile de l'hôtel de ville. Les fins de semaine, il appréciait accompagner sa mère et sa sœur au marché. Il passait souvent par la pharmacie Nicard de leur rue, afin d'acheter des breuvages pour leur vieille voisine. Les samedis, la famille se rendait à la synagogue à pied, non loin de chez eux, rue Moulin-des-Prés, près de l'étude de maître Cousin, le notaire de la famille. Âgé de 11 ans à son arrivée au collège, il se retrouva vite seul avec ses parents à la maison. Étant donné sa grande différence d'âge avec ses aînés, il ne les voyait que très peu, car étant majeurs, ils accomplissaient leur vie, chacun de leur côté. Le 19 mars 1915, il intercepte un télégramme lui annonçant que son frère Jacob est mort au combat. Il avait été recruté en 1911 avec le matricule numéro 1432 à Vesoul, d'où il quitta sa famille. Ce soldat de 2e classe appartenait au 142e régiment d'infanterie. Il fut tué à Minocourt, le Ménilès Hurlus, dans le département de la Marne. Il est mort pour la France. La mort brutale de son grand frère, qu'il considérait comme son exemple, l'a beaucoup affecté. Les horreurs de la guerre par lesquelles était passé son frère les années plus tôt ne l'intéressaient pas et le répugnaient. Jamais il ne s'engagerait. En tout, 271 Vésuliens laissèrent leur vie durant cette guerre destructrice. Gilbert était un garçon sensible et courageux. Il prit bien soin de ses parents durant son adolescence et continua à suivre les cours au collège-lycée Jérôme de Vesoul et à se cultiver en lisant. Son poète préféré était sans hésitation Guillaume Apollinaire. Il avait reçu pour son 15e anniversaire un joli recueil de poèmes, Alcool, que l'auteur avait publié en 1913. Il le lisait tous les soirs à la lueur de sa chandelle lorsqu'il était au fond de son lit. En 1921, il intégra un nouveau club fondé la même année, le Vesoul Hudson Football. Il jouait au poste de gardien de but car il était le seul à ne pas avoir peur de la balle. Se jeter sur tout ballon qui osait s'approcher de ses cages était tout ce à quoi il aspirait. Toutefois, issu d'une famille d'immigrés et n'ayant que peu de moyens, il était contraint de jouer avec les mêmes gants toute l'année. Même si ces derniers étaient en piteux état, car ses parents ne pouvaient pas lui en procurer des neufs. Dans son adolescence, il sortait beaucoup et aimait passer du temps avec ses amis comme Moïse Roger Schwartz, avec qui il passait tout son temps libre, à jouer au ballon, parler des filles, peut-être aussi boire de la goutte et fumer en cachette pour ne pas effrayer leurs parents.
De temps à autre, ils se rejoignaient à la synagogue avec leurs familles respectives, et d'autres fois ils se voyaient en privé, afin de se lancer dans des discussions profondes concernant la vie. Ils aimaient aussi sortir en ville avec leurs amis Françoise et Marcel, qui appréciaient tout comme eux la littérature. Sans doute dans l'intention de les charmer, Gilbert adorait leur réciter ses fabuleux vers qu'il aimait composer une fois la nuit tombée. En 1926, alors âgé de 24 ans, Gilbert part, ainsi que toute sa famille s'installer à Paris. Ils habitent au numéro 14, rue Dieu-la-Foi. Gilbert entreprend des études de commerce et rencontre par le biais de son travail une étrangère bulgare, ayant la trentaine. Olga Cohen est commerçante. Elle est née le 1er janvier 1897 à Sofia. Ses parents, Maurice et Sally Cohen, sont décédés. Gilbert devient représentant de commerce. Il vit avec Olga, sa compagne, au numéro 26 des Clois. Tous deux aimaient partager des balades le long de la Seine, visiter la ville et les musées, ainsi que fréquenter les bals musettes. Ils se marient le 26 septembre 1935, alors que Gilbert a 33 ans. Leur contrat de mariage est établi par Maître Daucher, notaire à Paris, le 19 septembre 1935. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et les Juifs recensés dès 1940 sont arrêtés en grand nombre et déportés dans des camps de concentration ou des centres d'extermination. Gilbert, son épouse et sa sœur Rachel sont déportés à Auschwitz, en Pologne. La vie dans les camps est un vrai cauchemar. Les déportés meurent de faim, de soif, du manque d'hygiène ou encore du travail forcé. Gilbert décède le 18 février 1943, 8 jours après ses 41 ans. Cependant, son acte de décès indique qu'il est décédé à Paris le 13 février 1943. Le registre des morts en déportation à Auschwitz prouve bien qu'il est mort le 18 février 1943. Sa femme et sa sœur Rachel meurent elles aussi en déportation, tandis que son frère Henri continua sa vie et s'est même marié par la suite. Le corps de Gilbert est rapatrié en France. Il est enterré au cimetière israélite de Vesoul, avec sa sœur Rachel dans le caveau familial que vous pouvez voir juste derrière moi. Merci à Madame Auburtin, Monsieur Jacques Marc, Madame Knibielli et Monsieur Margelin pour toutes les informations. Voilà, je reprends la parole au nom de Flora Cardet qui s'excuse de ne pouvoir être là. Et je vais me faire porte-parole de son travail sur une autre personnalité inhumée dans ce cimetière, à savoir Albert Samuel. Alors, elle a imaginé, Flora, un texte qu'Albert Samuel aurait écrit, alors qu'il n'a pas écrit, aurait écrit au moment de son arrestation. Alors voilà, je m'appelle Albert Samuel, je suis né le 22 janvier 1884 à Vesoul, une petite ville de France. Originaire de Lorraine, mon père Salomon Samuel est né le 22 mai 1851 à Moulins-les-Metz. Après l'annexion de l'Alsace-Lorraine en 1870, mon père, comme beaucoup de personnes, opte pour la nationalité française et s'implante à Arville, dans la Meuse, où il entreprend d'être marchand de tissus. Il rencontre ma mère, Julienne Bernard, de son vrai nom Baruch, avant tout en Moselle, et il se marie en 1875 dans ce village où elle était née le 3 mars 1858. Au vu de l'importante migration juive en Haute-Saône, une synagogue a été construite en 1875 et c'est au cours de cette période que mes parents rejoignent eux aussi la Haute-Saône. Mon enfance se déroule durant la Belle Époque, caractérisée par des progrès sociaux, économiques, technologiques et politiques. L'enfant est un enjeu très important pour cette Troisième République, particulièrement par la scolarisation et la législation sur le travail des enfants, consécutive notamment à la mise en place de l'école publique gratuite et laïque et l'instruction obligatoire par les lois de Jules Ferry entre 1881 et 1882. Mon enfance était assez douce, mes camarades et moi jouions aux billes dans la cour et allions nous promener dans les rues de Vesoul pendant des heures en quête d'activités nouvelles. Nous étions des enfants comme les autres. J'ai étudié au collège Jérôme à Vesoul. Dès les années 1880, les programmes scolaires ont pris leur distance par rapport à l'enseignement religieux. C'est le principe de laïcité. Notre religion n'a jamais été considérée comme les autres, pourtant, et mon développement s'est fait en fonction des remarques peu flatteuses sur le judaïsme venant d'enfants
qui répétaient ce qu'ils entendaient de leurs parents et de leur entourage, souvent hostiles envers mon peuple, envers moi. J'ai ainsi été très touché lorsque la synagogue de Vesoul a été dégradée en 1909. Dès lors, j'ai su que j'allais devoir me battre, d'une manière ou d'une autre, pour défendre mes croyances, mes idées, ma vie. J'ai effectué mon service militaire obligatoire pendant une durée de 2 ans, depuis la loi Berthaud, du 21 mars 1905. À ce moment précis, j'avais 21 ans. La vie gagne en douceur. Je rencontre Hélène Falk, commerçante, née à Cray, dans la Drôme, le 2 mai 1884. Nous nous marions le 24 juin 1913 à Albertville. Ensemble, nous dirigeons les grands magasins lyonnais à Dijon, tout en continuant, de mon côté, à tenir mon magasin de confection à Vesoul. Nous logions au 29 de la rue Alsace-Lorraine, également là où notre premier et seul enfant est né l'année suivant notre mariage, le 31 juillet 1914, un petit garçon nommé Raymond Samuel. Raymond était comme une lueur d'espoir dans cette atmosphère de chaos d'une guerre qui commence. Le 3 août 1914, la France est officiellement en guerre. Raymond a grandi si vite. J'ai l'impression que c'était hier, le jour de sa rentrée au collège, le collège Jérôme, que j'ai également fréquenté au même âge. Il y est resté jusqu'à ses 9 ans. Sa scolarité s'est poursuivie ensuite à Dijon, au lycée Carnot, puis à l'école des Ponts et Chaussées. Simultanément, à partir des années 1930, la situation du peuple juif s'assombrit en Europe. Nous prenons connaissance dans les journaux des lois allemandes de Nuremberg en 1935, qui stipulent de manière explicite l'interdiction du mariage et des relations sexuelles entre Allemands et Juifs, établissant que seules les personnes de sang allemand ou apparenté, je cite, peuvent avoir la citoyenneté allemande. Hitler, qui est arrivé au pouvoir en 1933, place ce qu'il appelle la race aryenne au-dessus de toutes les races inférieures, comme il les qualifie. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les dirigeants nazis déclenchent une série de pogroms en Allemagne. Cet événement prend le nom de Kristallnacht, la nuit de cristal, en raison des débris de verre jonchant les rues après le vandalisme et les destructions de commerces, synagogues et habitations des Juifs. Ce ne sont que 2 exemples parmi une grande liste qui montrent les méfaits du nazisme en Allemagne. Hitler ne va pas tarder à mettre en place son projet, l'élimination des Juifs d'Allemagne et même d'Europe. Par l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, il déclenche la Seconde Guerre mondiale. Et après l'invasion de la Pologne, les Allemands entrent en France en mai 1940. De juin 1940 à l'été 1944, la France était gouvernée par le maréchal Philippe Pétain. Ce chef d'État met en œuvre une politique de collaboration avec les nazis et instaure des lois antisémites, telles que la loi du 3 octobre 1940, qui exclut les Juifs de la fonction publique d'État, de l'armée, de l'enseignement et de la presse, ou encore la loi du 4 octobre 1940, qui prévoit l'internement des étrangers d'origine juive sur décision administrative des préfets. Cette politique entraîne l'arrestation d'un grand nombre de résistants, des opposants politiques, des personnes homosexuelles, des Juifs, qui sont déportés vers l'Europe de l'Est, dit-on à l'époque. De nombreux officiers de police sont déjà venus frapper à la porte de notre foyer. Hélène et moi sentons la tension qui monte envers les Juifs et met en péril le reste de notre existence. Nous sommes le 12 janvier 1944, il est 11h45. Nous entendons l'arrivée des autorités policières en bas de la rue. Ils viennent pour nous. Le chaos est proche, nous le sentons. Ils fracassent la porte, ils sont armés. Je m'arrête d'écrire maintenant. Toi qui trouveras ce texte, ne reste pas indifférent, partage-le. Mais surtout sache que dans la mort aussi, une place peut être laissée aux vivants. Il faut pour cela que nous puissions les raconter, trouver les mots qui les préserveront plus puissamment que du formol. Voilà. À 12h, ce 12 janvier 1944, Hélène Falk, Albert Samuel et son frère sont arrêtés. Ils sont déportés en direction de Drancy, un des camps d'internement français à l'ouest de Paris. Ils sont dirigés ensuite à la gare de Bobigny, dans le convoi numéro 66, qui les conduit à Auschwitz, où ils sont assassinés, le 25 janvier 1944. Leur fils, Raymond Samuel, est devenu un des chefs de la résistance française, sous le nom de Raymond Aubrac. La Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement du peuple juif par la Shoah, également du peuple tzigane. La Shoah a fait environ 6 millions de morts entre 1939 et 1945, dont 76 000 en France.
L'histoire d'Albert Samuel est unique, mais c'est loin d'être la seule. C'est également l'histoire de ces 6 autres millions de personnes enfermées, tuées pour leurs croyances, pour leurs origines. Voilà, Flora Cardet. Mesdames et messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, et surtout, chers élèves ici présents, vous êtes là. Il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans, le 24 mars 1998, Elie Wiesel, survivant des camps, prix Nobel de la paix, déclarait ceci: sans passer, notre humanité est mutilée. Il s'exprimait alors à la veille d'un colloque international consacré à la mémoire et à l'histoire et organisé par l'Académie universelle des cultures qu'il avait fondée, Académie universelle des cultures, pour lutter contre l'intolérance, la xénophobie, les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Oui, mesdames, messieurs, sans passer, notre humanité est mutilée. C'est pourquoi je voudrais rendre devant vous un hommage appuyé au travail exemplaire qui a été mené par les élèves du lycée Édouard Belin, sous la conduite de leurs professeurs, Madame Auburtin et Monsieur Poyard. Ce travail est en premier lieu exemplaire en matière d'histoire. Car si l'histoire de l'antisémitisme, de la Shoah, est une histoire bien connue dans ses grands mécanismes, dans sa chronologie, dans ses grandes périodes, l'étude qui a été menée durant cette année scolaire par les élèves, l'étude d'une communauté, celle de Vesoul, de familles, de destins individuels, à partir de la découverte des tombes de ce cimetière, à partir des documents conservés aux archives départementales de la Haute-Saône. Eh bien, cette étude est une étude qui change notre regard, notre compréhension de la destruction des Juifs d'Europe, de la destruction d'autant de vies humaines durant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à une appréhension à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes, d'enfants, qui ont vécu ici même, à Vesoul, eh bien nous saisissons comment les événements se sont concrètement déroulés. Cette micro-histoire, qui n'est pas une histoire au rabais, qui n'a rien d'une histoire au rabais, cette micro-histoire éclaire d'une lumière nouvelle notre histoire nationale et notre histoire mondiale. Et puis ce travail conduit cette année est en second lieu exemplaire en matière de mémoire. Car grâce aux témoignages qui ont été lus, grâce au parcours de vie de Vésuliennes et de Vésuliens qui ont été retracés ce matin, cette journée nationale en mémoire des victimes des persécutions racistes, antisémites, cette mémoire s'incarne dans une réalité locale, dans une proximité, mesdames, messieurs, qui nous touche les uns les autres, au plus profond de nous-mêmes, dans une réalité qui fortifie nos valeurs, qui fortifie les valeurs qui nous unissent. Contre la propagation des discours de haine, des préjugés de tous ordres, contre la propagation du repli sur soi, notre foi en la raison, notre sens de la fraternité, notre appartenance à une humanité commune font de nous des citoyennes et des citoyens plus forts face aux idéologies mortifères qui, hélas,
perdure encore aujourd'hui. Alors merci, un grand merci à vous, chers élèves. Merci à vous, chers professeurs, d'avoir relevé le défi lancé ici même il y a un an. Faire témoigner des élèves un dimanche 16 juillet. Ça n'est pas rien. Faire travailler des élèves toute une année scolaire sur ce programme, sur ce beau programme. Merci à tous vos partenaires et merci à la ville de Vesoul d'avoir permis que votre travail exemplaire d'histoire et de mémoire soit ainsi mis à l'honneur en cette journée nationale. Moi, je voudrais remercier aussi tous ces gens qui nous ont permis d'être ici. Voilà, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet de Lure, monsieur Quignou, vraiment qu'on a partagé des choses avec lui. Tous ces gens nous ont invités là, monsieur qui s'occupe des mémoires, l'association. Vous savez, nous, on est un peu l'Holocauste oublié. Mais en même temps, aujourd'hui, on a notre place aussi ici. Vous savez, sous le régime de Vichy, il y avait un lieu d'internement que tout le monde connaît, qui est connu au patrimoine de l'UNESCO, à Arquesnon. C'était un lieu d'internement pour les tziganes. Et nos familles, on leur a pris leurs caravanes. On leur a brûlé leurs caravanes. On a pris leurs chevaux. Il y en a qui sont morts dedans. Aujourd'hui, je suis là aussi pour faire vivre aussi cette mémoire de tous ceux qui ont été dans les camps d'internement, que ce soit Auschwitz, Birkenau, Salier, à côté des Sainte-Marie-de-la-Mer, qui était aussi un lieu d'internement pour les tziganes, sous le régime de Vichy. Et ça, vous savez, ça nous a vraiment touchés au plus profond de nous-mêmes. Alors ce chant a été fait à Auschwitz-Birkenau, avec nos frères juifs. Il y avait une communauté de tziganes qui était dans ce camp et il n'y avait personne qui s'occupait d'eux. Et il y avait un prêtre qui était là, il s'appelait Yoshka, le père Barthélemy. Et il a fait cette chanson. Et c'est là qu'est parti le monderie national des gitans et des tziganes. Et cette chanson a été conçue dans ce lieu qui était horrible à dire, Auschwitz-Birkenau, tous ces fours crématoires, qu'on soit juifs, qu'on soit des handicapés, qu'on soit tziganes, qu'on soit homosexuels, tous ces gens étaient brûlés. Alors en mémoire de tous ces gens, je voulais interpréter cette chanson. Claque mon fouet va ma chanson, sauter par-dessus les ornières, ma roulotte et mon canasson, sonne violon, vole poussière. Je suis de cette race fière qui vit sur la route en tout temps, te célébrant à ma manière, ô Notre-Dame des Gitans, là dans les bourgs où nous passons. Il y a des gens au cœur de pierre qui nous refusent la boisson, le lait, le foin ou la litière, et pour la nuit quelques clairières où l'on s'endormira cantant. C'est toute ma prière, ô Notre-Dame des Gitans, là dans les bourgs où nous passons. Il y a des gens au cœur de pierre qui nous refusent la boisson, le lait, le foin ou la litière, mon âme n'est pas rancunière, qu'il soit de Dieu ou de Satan,
temps. Merci à vous tous parce que d'être ici, ça me touche énormément. J'ai mes 2 ans qui sont morts à Faverney, tous les deux, 18 ans et 19 ans. Ils sont fait tuer par les SS. Et c'était le maire de Faverney à l'époque, M. Cachot, qui a fourni les cercueils. Ils ont resté 2 jours dans l'eau. Et mes 2 grands-mères sont venues pour les sortir de l'eau. Et vraiment, chaque fois qu'on passe là-bas, on pense à ça. Ils sont au monument aux morts à Roy, dans l'église de Roy. Voilà, merci à vous tous et j'espère qu'on ne les oubliera pas. Et c'est beau de voir tous ces jeunes-là, de parler de mémoire et de dire, ah ben voilà, plus jamais ça. Mais aujourd'hui, rendez-vous compte, on vit dans un monde robotisé. Et quand on voit tous ces gens-là, ça nous fait chaud au cœur. Alors merci à vous tous, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus l'Holocauste oublié. Merci à tous. Fin de la cérémonie.